Bonjour à tous. Bienvenue sur notre premier webinaire Santé sur le net qui portera du coup sur Covid-19, la maladie et les traitements. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Baptiste Gaudy. Et moi, Suzanne Lamotte. Et nous sommes tous les deux du coup rédacteurs scientifiques pour le site Santé sur le net. Donc, pour rappel, le site Santé sur le net a pour vocation de vous apporter une information scientifique venant de sources fiables et vérifiées, mais ne remplace en aucun cas un avis médical par un professionnel de santé. Et pour information, votre micro n'est pas activé. Vous trouverez un onglet sur la droite pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et il y a également un onglet sondage, dont notamment vous pouvez répondre pour l'instant pour savoir si vous nous entendez bien ou non. Donc, pour information, le webinaire comportera 2 parties, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Très bien. Pour l'instant, je vois que certains nous entendent bien. Parfait. Donc, nous allons pouvoir procéder au sommaire de ce premier webinaire. Donc, nous allons nous intéresser au Covid-19 et à ses traitements. Donc, Baptiste vous présentera dans une première partie le coronavirus et la maladie Covid-19. Puis, dans une deuxième partie, il s'intéressera plus particulièrement aux traitements et aux travaux en cours dans le cadre de la recherche médicale et des pistes thérapeutiques dans le traitement de cette maladie. Donc, pour commencer, un petit rappel de ce qu'est le Covid-19, comment s'est-il propagé et à quoi est-il dû? Donc, un nouveau coronavirus a été identifié par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies le 7 janvier 2020, suite à la survenue de plusieurs cas de pneumonie d'origine inconnue dans la ville de Wuhan, en Chine. Ce nouveau coronavirus a été identifié sous le nom de SARS-CoV-2 pour Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, que l'on peut traduire par syndrome respiratoire aigu sévère dû à coronavirus. Il est le 7e coronavirus à infecter l'homme et la maladie provoquée par ce nouveau coronavirus 2019 a été nommée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Covid-19 pour Coronavirus Disease 2019, donc la maladie à coronavirus 2019. Le virus s'est propagé dans un premier temps sur le sol chinois, puis des premiers cas ont été identifiés en Europe, notamment en Italie, puis de nouveaux cas sont apparus en Espagne et en France, avant de toucher le nord de l'Amérique, aux États-Unis et au Canada. Le virus s'est ensuite propagé rapidement dans les pays touchés et à travers le monde. Et compte tenu de la rapide propagation du virus et de sa présence sur de très nombreux territoires, l'OMS a déclaré la situation de pandémie le 21 mars 2020. Très bien. Baptiste, maintenant, quels sont les symptômes de la maladie? Alors, dans un premier temps, la période d'incubation, c'est-à-dire la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes du Covid-19, est de 1 à 14 jours, avec une moyenne autour de 3 à 5 jours. L'apparition des symptômes se fait progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui survient brutalement. Certains patients ne développent pas de symptômes suite à l'infection. On dit qu'ils sont asymptomatiques ou bien on parle également de porteurs sains. Même si ces individus ne présentent pas de symptômes, ils peuvent tout de même possiblement contaminer d'autres individus. Les premiers symptômes sont peu spécifiques, tels que la fièvre, la fatigue, la toux et le maux de tête. La fatigue et le signe respiratoire apparaissent secondairement. D'autres symptômes ont également été rapportés, tels que les courbatures, la perte de l'odorat et du goût, la congestion et écoulement nasal, les maux de gorge et une diarrhée. En moyenne, il s'écoule une semaine entre l'apparition des premiers symptômes et l'admission à l'hôpital. Les symptômes de gravité sont principalement les difficultés respiratoires et les douleurs thoraciques, pouvant mener à une hospitalisation en service de réanimation et au décès. Merci. Donc, nous avons vu que les symptômes étaient très variés. Et la question est de savoir si nous sommes tous égaux face à cette maladie et y a-t-il des facteurs de risque? Alors effectivement, le Haut Conseil de la santé publique considère que les personnes ayant un risque de développer une forme grave de Covid-19 sont les personnes âgées de 70 ans ou plus, ceux présentant des pathologies chroniques respiratoires ou une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque,
se présentant également des antécédents cardiovasculaires, tels que l'hypertension, les antécédents d'AVC, la chirurgie cardiaque, les personnes atteintes de cirrhose de stade B, les personnes atteintes de diabète ou d'immunodépression, donc notamment liées à la prise de certains médicaments, à une infection à VIH ou suite à une greffe d'organes ou à un cancer, les patients également atteints d'obésité et les femmes du coup enceintes et notamment à partir du 3e trimestre de grossesse. Que savons-nous sur le profil des patients qui ont été admis en réanimation? Alors, d'après les données épidémiologiques communiquées par Santé publique France, sur les 2806 patients qui étaient pris en charge dans les services de réanimation participant à la surveillance sentinelle du 16 mars au 12 avril, les patients qui sont admis en réanimation avaient pour caractéristique d'être de sexe masculin à 73%, donc 3/4 des patients étaient des hommes, la moitié des patients étaient également âgés de 65 ans et plus, et 67% présentaient au moins une comorbidité. Et concernant le profil des patients décédés du coronavirus? Alors, par rapport à ces patients décédés, donc les patients qui étaient décédés avaient pour caractéristique également d'être de sexe masculin à 71%, donc quasiment également 3/4. 92% des patients étaient âgés de 65 ans et plus, et également 84% présentaient également au moins une comorbidité. Ok. Maintenant, nous entendons beaucoup parler des tests pour le Covid-19 et il en existe 2 sortes. Tout d'abord, il y a les tests de dépistage. Que peut-on en dire? Alors effectivement, actuellement, le seul dépistage de l'infection au SARS-CoV-2 se fait uniquement par le recours à la RT-PCR. Donc ce test permet en fait de mettre en évidence la présence ou l'absence du virus grâce à la détection de son matériel génétique par biologie moléculaire. Cette technique permet en fait d'amplifier le matériel génétique du virus contenu en très faible quantité dans un échantillon humain. Donc ces tests sont réalisés à partir de prélèvements nasopharyngés par écouvillonnage de la cavité nasale profonde. Et ce test permet donc de déterminer si la personne est porteuse ou non du virus au moment du prélèvement. D'accord. Il y a également un autre type de test qu'on dit sérologique. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, les autres tests, donc notamment les tests sérologiques, mettent également de ce côté en évidence la réponse immunitaire du patient face à l'infection, grâce à la détection en fait, des anticorps produits contre le virus. Ils se font à partir d'un prélèvement sanguin cette fois, et ces tests sont très rapides, sont moins onéreux et nécessitent qu'1 à 2 gouttes de sang. Si le patient présente des anticorps dirigés contre le virus, ceux-ci vont venir se fixer aux antigènes viraux du test et interagir. Un résultat positif à ce test permet donc d'établir que le patient a été en contact avec le virus et a développé des anticorps suite à cette infection. Ainsi, le test de dépistage permet de déterminer si un patient est infecté ou non par le coronavirus au moment du prélèvement, alors que le test sérologique permet de déterminer si un patient a été en contact ou non avec le virus. Donc ces 2 tests sont différents mais sont complémentaires. Merci pour ces informations. Maintenant, que pouvons-nous dire sur la transmission du virus? Alors effectivement, il existe 2 formes de transmission du virus. Donc la première, c'est la transmission directe par les gouttelettes respiratoires projetées. Donc c'est des sécrétions invisibles projetées lors de la toux, d'éternuement ou lors d'une discussion. Et pour transmettre le virus, il faut un contact étroit avec une personne malade, donc à moins d'1 mètre, en l'absence de mesures de protection. Et le deuxième moyen de transmission, c'est la transmission indirecte. Donc elle se fait par contact des mains non lavées ou de surfaces souillées par des gouttelettes. Il a été montré notamment que des particules virales pouvaient rester 3 heures sur certaines surfaces inertes sèches et également jusqu'à 6 jours sur des milieux humides. Ok, donc on comprend mieux l'importance des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale et de confinement. Tout à fait. Effectivement, en effet, s'ils sont nécessaires pour ralentir en fait, la progression du virus et ainsi limiter le risque d'hospitalisation. Donc pour cela, nous vous rappelons de vous laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et également après le jeter, rester à plus d'1 mètre de distance les uns des autres, et par précaution, nettoyer également les surfaces fréquemment touchées par d'autres personnes pour éviter la transmission indirecte, comme on a pu le voir. Merci. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre présentation sur le traitement du Covid-19. Donc, à l'heure actuelle, quels sont les traitements utilisés? Alors, les patients infectés par le coronavirus bénéficient actuellement de traitements symptomatiques, donc c'est-à-dire qui visent à améliorer les symptômes développés, et il n'existe malheureusement pas encore de traitement spécifique à ce virus. Notamment, nous vous rappelons d'une part de ne surtout pas arrêter vos traitements habituels,
et d'autre part que l'automédication par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l'ibuprofène, est à proscrire, car il semblerait que leur prise soit un facteur d'aggravation de l'infection. Donc en cas d'infection, la prise de paracétamol est recommandée, mais ça, ce sera effectivement à voir avec votre médecin et un professionnel de santé. Et en cas de symptômes, vous pouvez également contacter votre médecin et rester confiné chez vous. Dans le cas de symptômes graves, il est conseillé de contacter le SAMU. Et lors de l'admission en service de soins à l'hôpital, les patients sont dans un premier temps testés pour le coronavirus par RT-PCR, comme on a pu le voir. Ils sont ensuite admis en service infectieux, médecine interne ou en service de réanimation, en fonction de leur état. Et en cas de détresse respiratoire aiguë, les patients sont intubés, puis placés sous assistance respiratoire, afin d'assurer une ventilation artificielle. Très bien. Quelles sont les études en cours et y a-t-il des traitements prometteurs? Alors, compte tenu de la rapidité et de l'ampleur de la propagation du virus et de sa sévérité, de nombreuses études cliniques ont été et sont encore menées à travers le monde. Aujourd'hui, le 29 avril, il y a 617 études cliniques interventionnelles dans le cadre du traitement du coronavirus 2019. Donc, interventionnel veut dire que les patients reçoivent un certain type d'intervention, comme un nouveau médicament. Le 16 mars, un premier vaccin a été testé chez l'homme aux États-Unis, le mRNA 1273, et il y a actuellement 150 projets de vaccins étudiés et 5 essais sont actuellement en cours chez l'homme. En France, il existe 35 études cliniques. La France est d'ailleurs impliquée dans 7 des 10 principaux essais internationaux actuellement en cours, et nous allons vous en présenter quelques-uns. Donc, pour le premier essai présenté, il s'agit de l'essai clinique Discovery. De quoi s'agit-il? Alors, l'essai clinique Discovery, en fait, est un projet européen qui est coordonné par l'INSERM, donc c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et l'objectif ici est d'évaluer l'efficacité et la sécurité de 4 traitements du Covid-19. Donc, cet essai va inclure 3200 patients, dont 800 en France, qui seront hospitalisés pour une infection avec une forme sévère de Covid-19. Donc, les 4 traitements sont déjà utilisés pour d'autres maladies et là, de coup, vont être testés dans le cadre de la pathologie Covid-19. Donc, il y aura 5 groupes de patients, donc 4 groupes qui seront traités par des traitements et un qui recevra uniquement les soins standards, donc ce sera le groupe contrôle. Et les 4 autres groupes, donc le premier recevra les soins standards plus le traitement par remdesivir, qui est un antiviral utilisé dans le traitement de la maladie liée au virus Ebola. Un deuxième groupe recevra les soins standards plus lopinavir et ritonavir, qui sont 2 antiviraux utilisés dans le traitement à l'infection VIH. Un troisième groupe recevra quant à lui les soins standards plus lopinavir, ritonavir et un interféron bêta, qui lui est un immunomodulateur utilisé dans la sclérose en plaques. Et enfin, un quatrième groupe recevra les soins standards plus la fameuse hydroxychloroquine, donc qui, elle, est un immunomodulateur utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux. L'attribution et les modalités de traitement se fera de façon randomisée, donc c'est-à-dire aléatoire, mais ici, patients et médecins sauront quel traitement est utilisé. On parle alors d'essai ouvert. L'essai se veut également adaptatif, et un traitement inefficace chez un patient sera alors modifié pour permettre quand même de soigner ce patient. Cet essai est en cours depuis le 22 mars et une évaluation sera faite 15 jours après chaque inclusion de patient et les premiers résultats sont attendus courant mai. Le deuxième essai clinique que nous allons vous présenter s'intéresse particulièrement à la molécule hydroxychloroquine. Il s'agit de l'essai e-Covid. Peux-tu nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, donc cet essai, c'est l'essai e-Covid qui est coordonné par le CHU d'Angers. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 et 36 centres en France vont être impliqués. L'essai va inclure 1300 patients français atteints de formes non sévères de Covid-19, mais à haut risque d'aggravation. Donc les patients qui seront inclus devront être âgés de au moins 75 ans ou plus, ou ayant également besoin d'oxygène sans détresse respiratoire aiguë. Parmi ces 1300 patients, la moitié recevra un traitement par hydroxychloroquine et l'autre moitié un placebo. Le traitement se fera sur 9 jours à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile. Et dans cette étude, l'attribution des modalités de traitement se fera également de façon randomisée, mais patients et médecins n'auront pas connaissance du traitement utilisé. On parle alors d'essai en double aveugle, vu que la personne qui reçoit le traitement et la personne qui l'administre n'ont pas la visibilité sur le traitement qui sera appliqué. Cet essai est en cours depuis le 1er avril et les premiers résultats sont attendus 20 jours à quelques semaines après l'initiation.
Actuellement, il y a à peu près 200 patients qui sont inclus dans l'étude pour l'instant sur les 1300 souhaités. Très bien. Concernant le troisième essai clinique, il est appelé Coviplasma. Et cette fois-ci, il ne s'intéresse pas à un médicament, mais au plasma. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, l'essai clinique intitulé Coviplasma est lui mis en place par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris en collaboration avec l'EFS, donc l'établissement français du sang. Et l'objectif ici, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, l'objectif de l'étude, c'est d'évaluer en fait l'efficacité de la transfusion de plasma de patients guéris du Covid-19. Donc en effet, ces patients qui sont guéris du Covid-19 ont développé des anticorps dirigés contre le virus suite à cette infection. Et le but ici, c'est de transmettre cette immunité à de nouveaux patients par la transfusion de plasma contenant les anticorps dirigés contre le virus. Cette étude est coordonnée dans 3 régions. Donc, il va y avoir l'Île-de-France, le Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Elle inclura à peu près 60 patients en phase aiguë de Covid-19, dont la moitié bénéficiera de l'apport en plasma des patients convalescents. Elle s'organise par le prélèvement de plasma de 200 patients convalescents du Covid-19 qui sont guéris depuis au moins 14 jours. Cette transfusion se fera par plasmaphérèse et une première transfusion de plasma sera réalisée à J+6 après l'apparition des premiers symptômes des nouveaux patients Covid-19 positifs. Par la suite, une deuxième transfusion sera de nouveau réalisée 24 heures après la première s'il n'y a pas d'effet indésirable. Dans le cadre de cette étude, les modalités d'administration de traitement se fera également de façon randomisée et le prélèvement de plasma de patients convalescents a débuté le 7 avril et on attend des résultats sous 2 à 3 semaines après le début de l'essai clinique. Selon l'efficacité et la tolérance des patients à ce traitement, de nouveaux patients pourront être inclus afin de pouvoir soigner de plus en plus de patients. Notamment, à titre informatif, il y avait une précédente étude chinoise qui a montré des résultats prometteurs dans l'utilisation de plasma de patients convalescents, mais dans le traitement de patients atteints d'une forme sévère de Covid-19. Donc, ce qu'il est supposé quand même des résultats quand même prometteurs dans cette étude qui, elle, est consacrée aux patients du coup, qui ont débuté une infection. Très bien. Et donc, pour le dernier essai présenté, l'essai Coverage, celui-ci va évaluer l'efficacité de certaines molécules dans les phases précoces de la maladie, mais pas à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous décrire cet essai? Alors effectivement, cet essai Coverage est un peu particulier. Il est notamment coordonné par le CHU et l'Université de Bordeaux. L'objectif, donc ici, comme tu l'as dit, c'est d'évaluer l'efficacité de cas de traitement dans le Covid-19 au sein de l'agglomération bordelaise, mais directement à domicile. Donc en fait, il va y avoir des équipes mobiles qui sont constituées d'un médecin, d'un infirmier ou d'une infirmière et qui se déplaceront pour inclure directement les patients testés positifs au Covid-19 afin de leur administrer directement l'un des médicaments évalués dans l'étude. Ainsi, il va y avoir plus de 1000 patients qui seront inclus. Ils seront âgés de 65 ans ou plus et présentant une forme non sévère de Covid-19, mais étant une population, comme on a vu, à risque important d'aggravation. Cet essai permet directement en fait, la prise en charge des patients à domicile pour éviter toute hospitalisation. Il va y avoir 4 types de traitements qui vont être administrés dans 4 groupes de patients distincts. Le premier groupe recevra le telmisartan, qui est un antihypertenseur. Un deuxième groupe, favipiravir, qui est un antiviral. Un troisième groupe recevra l'imatinib, qui est un immunosuppresseur. Et enfin, un quatrième groupe recevra l'hydroxychloroquine, donc un immunomodulateur, comme on a pu le voir. Ces 4 groupes seront comparés à un groupe contrôle, qui seront traités sous complément alimentaire avec notamment du zinc. Ces professionnels de santé seront également aidés par une plateforme qui est développée en temps record par la start-up Synapse Medicine, issue du CHU de Bordeaux. Et cette plateforme permet en fait aux médecins de vérifier en temps réel la compatibilité du traitement avec les médicaments habituels du patient avant d'être affecté au hasard à un des groupes de l'étude. Cet essai a débuté le 15 avril et de premiers résultats sont attendus mi-mai. Il y a également un essai similaire qui est appelé OutCov, qui a débuté le 27 avril à Paris. Très bien. Bien, merci pour toutes ces informations. Donc, nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet à droite. Et nous allons tout de suite répondre à la première question que nous avons, qui parle de la rapidité de propagation du virus. Comment on peut expliquer justement cette rapidité de propagation du virus? Alors effectivement, donc en fait, le SARS-CoV-2 présente une contagiosité élevée de l'ordre de 2,3, c'est-à-dire qu'une personne infectée va à son tour infecter en moyenne 2,3 personnes qui sont non atteintes.
À titre comparatif, la contagiosité de la grippe est de l'ordre de 1. Donc en fait, cette propagation rapide de l'épidémie s'explique notamment par cela, et également par une capacité importante de multiplication du virus dans l'organisme, qui se trouve de manière importante dans les sécrétions nasales. Donc c'est pour ça qu'on fait notamment les tests PCR à ce niveau-là. En plus de cela, le virus se transmet rapidement, en passant d'une personne à une autre, comme on a pu le voir par les gouttelettes expulsées lors de la toux ou d'un éternuement. Et le fait également que le virus persiste sur des surfaces inertes favorise fortement sa propagation par la transmission indirecte, comme nous avons pu le voir. Donc l'ensemble de ces éléments explique en fait la rapidité de propagation du virus dans la population et notamment les mesures prises pour ralentir sa propagation par l'intermédiaire des gestes barrières et du confinement. Très bien. Nous avons également une question sur les masques. Quelle est la différence entre les masques chirurgicaux et les masques FFP2 ? Donc effectivement, c'est une question intéressante, notamment après le discours du Premier ministre, Édouard Philippe, concernant les mesures prises pour le déconfinement qui sont prévues le 11 mai, notamment les recommandations du port du masque, donc dans certaines circonstances. Donc en fait, effectivement, il y a deux types de masques, donc les masques chirurgicaux, donc les masques classiques qui préviennent la projection des grosses gouttelettes sur le visage. Donc ceux-ci protègent les porteurs contre le risque de contact avec des gouttelettes contenant le virus. Ils préviennent également la contamination de l'entourage d'une personne qui est infectée quand elle le porte. Le deuxième type de masque, donc les masques FFP2, quant à eux, adhèrent au visage et protègent également de l'inhalation des petites gouttelettes aériennes. Donc en fait, ils disposent d'un dispositif de filtration qui va permettre d'éviter l'infection par ces petites gouttelettes aériennes. Donc ces masques sont réservés au personnel soignant de l'hôpital, notamment lors des manœuvres respiratoires invasives comme l'intubation. Donc, les deux masques chirurgicaux sont efficaces pour empêcher la transmission du virus et le masque FFP2 ne lui est pas forcément supérieur en dehors des manœuvres respiratoires spéciales. C'est pour ça qu'il est recommandé notamment pour le personnel soignant. Donc, les deux nécessitent également une bonne hygiène des mains lors du positionnement et lorsqu'également on enlève le masque. Nous avons également une autre question sur les tests de dépistage. Est-ce qu'il en existe d'autres qu'avec la RT-PCR ? Alors oui, effectivement, actuellement, comme on a pu le voir, le seul test de dépistage qui est recommandé, c'est celui par RT-PCR, comme on a pu le voir. Cependant, il y a d'autres tests qui sont également à l'étude, notamment un test salivaire qui est nommé EasyCov. Ce test est actuellement en cours d'étude chez l'homme. Il a été validé en laboratoire sur le matériel génétique du virus, donc l'ARN. Et la particularité en fait, de ce test, c'est qu'il est lisible à l'œil nu en très peu de temps, donc en seulement 30 minutes. Il ne nécessite pas forcément de matériel spécifique, comme c'est le cas pour les RT-PCR. Il nécessite du coup une machine spécifique et plein de réactifs, et qui sont notamment plus coûteux. Donc ce test, en fait, EasyCov, consiste en un petit bâtonnet qui va permettre de prélever la salive et notamment un tube contenant les réactifs. Donc le tube doit être placé à 65 degrés pendant 30 minutes afin de pouvoir agir et de révéler par un changement colorimétrique si le test est positif ou non. Le test sera produit s'il s'avère efficace en France rapidement pour permettre notamment à pallier aux tests en cours et pour participer du coup aux tests de dépistage. Et notamment, du coup, il faut juste attendre également qu'il y ait un système de chauffage qui est actuellement en l'étude pour permettre du coup la mobilité et la rapidité d'action de ce test. D'accord. On a une autre question. On parle beaucoup développer le point des vaccins, mais je veux savoir pourquoi c'est si bon de développer un vaccin contre ce coronavirus. Donc, en moyenne, pour les vaccins, il faut compter entre 5 et 10 ans pour un développement. Et notamment en contexte de pandémie, en fait, ça permet d'accélérer de nombreux processus, notamment les ressources déployées, donc par la collaboration scientifique, les ressources financières qui sont apportées rapidement. Il y a de nombreuses étapes avant d'arriver au produit final. Donc, dans un premier temps, en fait, il faut connaître la maladie, l'agent infectieux, l'isoler, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, donc comment son mécanisme d'action, et également quelle est la partie importante à privilégier et qui permet du coup une immunité importante, mais pas forcément trop forte pour l'administrer chez l'homme, par rapport à la sécurité également de ce produit.
Il faut fabriquer par la suite également des candidats vaccins, les tester sur des modèles animaux qui reproduisent en fait la maladie chez l'homme. Il faut ensuite produire ces lots de vaccins pilotes. Et également, du coup, l'étude clinique chez l'homme comprend 3 phases. Donc la phase 1, 2 et 3. Donc la première permet de déterminer l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à un antigène de provoquer une réponse immunitaire spécifique et efficace. Donc on essaie différentes doses, donc notamment sur une centaine de volontaires sains. On vérifie aussi son innocuité et sa sécurité d'emploi. La phase 2, elle, permet en fait de déterminer la dose optimale d'utilisation du produit. Donc, elle se fait sur un nombre de patients, à peu près un peu entre 50 et 5000 patients volontaires sains. On vérifie aussi s'il faut une seconde dose par la suite. Et on réfléchit notamment à un calendrier vaccinal, donc le temps, combien de temps est-ce que le vaccin sera efficace, et notamment est-ce qu'il va falloir des rappels, si oui, combien, tous les combien. La phase 3, quant à elle, permet en fait de vérifier l'efficacité du vaccin sur toute la population, quel que soit l'âge, le sexe, l'état de santé général. Donc, elle se fait sur plusieurs milliers de personnes. Et après la vaccination, en fait, on expose les candidats de l'étude aux pathogènes pour vérifier s'ils sont bien protégés. Donc, il faut également après avoir des homologations pour les organismes régulateurs de santé. Donc, notamment en Europe, il s'agit de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Il faut également après produire en très grande quantité le vaccin, selon des règles très précises et un contrôle qualité rigoureux. Et enfin, du coup, le vaccin peut être administré à toute une population avec encore un contrôle de l'apparition des effets indésirables. C'est pour ça qu'il faut en moyenne 18 mois là, actuellement, pour s'assurer qu'un vaccin soit bien efficace et sans danger pour la population. Ok. Nous avons également une question sur les tests PCR. Qui peut passer ces tests et sous quelles conditions? Voilà, ça va y avoir des changements à partir de 11 mai, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? D'accord, alors oui, tout à fait, effectivement, et le test PCR qu'on a pu le voir, c'est le seul test de dépistage qui est actuellement en cours et où on permet en fait de vérifier si la personne porte le virus au moment où on la teste. Pour l'instant, si vous présentez en fait des symptômes, vous devez contacter votre médecin généraliste qui verra alors nécessité de prescrire un test de dépistage uniquement dans ce cadre-là. Pour l'instant également, il faut vérifier si vous avez si vous avez des difficultés respiratoires ou des maladies chroniques. Le médecin vérifiera ça. Uniquement, c'est également si vous êtes une personne âgée symptomatique, si vous êtes un professionnel de santé symptomatique, si vous êtes donneur d'organes ou une femme enceinte. C'est ces critères-là que le médecin regardera et vous prescrira un test de dépistage uniquement dans un des cas-là. Et l'objectif de cette mesure, c'est de favoriser la prise en charge des patients fragiles et sévères. Et notamment, cette technique et cette stratégie de dépistage sera élargie lors de la sortie du confinement, qui est prévu le 11 mai. Et à cette date, toute personne présentant des symptômes pourrait être testée. Notamment, le Premier ministre a annoncé que 700 000 tests par semaine seront effectués à partir du 11 mai pour dépister au maximum la population. D'accord, très bien. Alors, nous avons également une question sur le test EasyCoV. Quel est le principe exact du test? Est-ce que c'est une détection d'anticorps de l'antigène ou la détection de l'ARN? Donc, il semblerait que... donc la détection se fait par ARN du virus, pour ce test EasyCoV. Oui, effectivement. C'est bien le matériel génétique du virus, et non du coup par les anticorps, comme le test sérologique. Voilà, c'est différent. Et nous avons également une autre question, c'est pourquoi l'essai Discovery n'est pas fait en double aveugle? Donc là, pour le coup, effectivement, c'est une bonne question. On n'a pas d'explication claire. Et c'est vrai que ça va pouvoir poser quelques questions sur la validité de ce test. Ce n'est pas un concept qui est habituel, mais normalement, c'est bien fait en double aveugle. Donc voilà, nous n'avons pas d'autres questions. Donc nous vous remercions pour votre participation et espérons vous voir bientôt.
bientôt sur notre prochain webinaire. Nous vous souhaitons une très bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.